est 13 h sur votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Le gouvernement réagit suite au rapport d'audit sur la gestion des fonds Covid publié par la Cour des comptes. À travers une conférence de presse conjointe animée ce mercredi 15 juin 2022 par 3 émissaires du gouvernement, des clarifications ont été apportées. L'audit, commandité par le ministère des Finances et de l'Économie, s'inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement qui attache du prix à la gestion transparente. Les détails en début d'édition. Les parlementaires viennent de doter la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication d'une nouvelle loi organique à travers un vote déroulé le mardi 14 juin 2022 à l'Assemblée nationale. Désormais, les élections des représentants des journalistes au sein de cette institution seront organisées avec l'appui technique de la Sénat. Quelles appréciations en font les professionnels des médias? Élément de réponse dans cette édition. Et puis, en note d'éducation, tout est fin prêt pour permettre aux candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2022 de composer dans de bonnes conditions. L'assurance a été donnée ce mercredi par le directeur de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva à la faveur de la visite des ministres de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ouvrons ce journal par cette conférence de presse des membres du gouvernement sur la gestion des fonds Covid. Les ministres Romuald Wadaï, Benjamin Hunkpati et le porte-parole du gouvernement Wilfrid Lian Hungbedi sont montés au créneau hier pour apporter des clarifications sur les rapports de la Cour des comptes relatifs à la gestion des fonds Covid. Compte rendu, Modeste Dosotogwe, Isaac Mongbo. Plus de 80 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées. C'est la révélation de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid qui fait ces derniers jours l'actualité au Bénin. Face à cette polémique, le gouvernement, à travers 3 émissaires déployés, a réagi. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a rappelé les faits qui ont suscité la polémique. Le principal élément qui a suscité de questions, c'est de dire que finalement, voilà un rapport provisoire ou quelle que soit sa nature, qui indique qu'il y aurait 385 milliards de dépenses effectuées pour lesquelles la Cour des comptes n'a pas reçu les justificatifs. Je voudrais d'abord commencer à m'appesantir sur ce point parce que c'est le principal élément qui a interpellé nos compatriotes et qui a interpellé donc les uns et les autres. Je voudrais être factuel en prenant le rapport donc, qui a circulé et que tout le monde a. Ce rapport, donc, en pages 14 et 15, indique que le montant total des dépenses exécutées s'élève à 453 milliards de francs. De ces 453 milliards de francs, la Cour, dans son rapport, indique avoir vu, analysé et validé des dépenses pour un montant de 67 milliards, d'où l'écart de 385 milliards. Donc, pages 15 et 16, la Cour indique qu'il y aurait eu 453 milliards de dépenses, qu'elle a reçu et validé 67 milliards, et donc il y a 385 milliards pour lesquels la Cour n'a pas eu de justificatif. Pour Romuald Wadaï, cette situation se justifie d'un côté par l'estimation et de l'autre par le réel. Au 31 décembre, avant que l'année finisse, on a commencé à préparer les éléments depuis le mois de novembre. On a envoyé des éléments, il y a du réel et de l'estimatif. Quand on communique en toute transparence une estimation et le réel, on ne peut pas donner de justification sur quelque chose qui ne s'est pas passé. On a dit qu'on s'attendait à dépenser 138 milliards parce qu'on a dit dans toutes les communes, on va mettre des choses, on va prendre des cas qui vont... Mais à la fin du jour, 1, on a eu des dons de vaccins, donc on n'a pas eu à acheter. 2, le montant final a été communiqué et c'est ça qui a été intégré en page 46 en 317. Ce qu'il a oublié de vous dire, c'est les nuits blanches qu'ils ont passées sur le tarmac de l'aéroport, parfois à attendre des intrants. Et chacun peut se souvenir de cette époque qui faisait que les intrants n'étaient pas disponibles partout dans le monde et pour tout le monde. Qu'il y a des pays qui n'en avaient pas.
Et on a même rigolé de voir que des pays pouvaient voler les intrants d'autres pays. Nous avons failli être victimes de ça ici aussi. Une nuit, je crois, sur le coup des 2 ou 3 heures du matin, un avion est venu nous livrer des palettes d'intrants et il a fallu l'attention justement de ces ministres pour qu'une partie de nos intrants ne repartent avec l'avion pour se retrouver ailleurs. Et chacun sait, sur les marchés, la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de la disponibilité, alors que la demande est forte, plus ça coûte cher. Le ministre de la Santé, quant à lui, est revenu sur une remarque de la Cour des comptes qui précise que tous les équipements achetés ne sont pas utilisés. Je voudrais rappeler qu'au début de la crise, la peur faisait même que les agents de santé ne voulaient même pas s'approcher à 1 mètre à la ronde de quelqu'un pour le prélever. Et il fallait des équipements de protection pour le faire. Et nous en avons acquis une quantité suffisante qui nous a servi pour gérer. Au fil du temps, avec l'évolution de la pandémie, on a essayé d'identifier les cas de figure pour lesquels on aurait besoin de blouses et les cas pour lesquels on n'en aurait pas besoin. Et c'est ce qui fait justement que les agents ont pu répondre que maintenant, pour les prélèvements, dans certaines conditions, ils n'utilisent pas. Mais ces blouses-là ont d'utilité ailleurs. Même pour soigner dans le centre de santé habituellement, on utilisait ces surblouses-là. Les gardes malades ont besoin des surblouses pour être admis dans certains départements sanitaires, notamment la réanimation et autres, qui n'étaient pas indiqués. Il faut noter que toutes les preuves ont été transmises à la Cour des comptes qui les a analysées et produit ce mercredi un rapport définitif bientôt disponible. Suite au décès ce samedi 11 juin de l'ancien président de la HAC Théophile Nata, une délégation de l'actuelle mandature conduite par le président Rémi Prosper Moretti s'est rendue ce mercredi au domicile du défunt. L'objectif de ces visites était d'aller présenter les condoléances de l'institution à la famille éplorée. Le point de la descente avec Aziz Adam Soulé et Bonaventure Alain. La pluie battante de ce mercredi n'a pas empêché la délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, conduite par son président Rémi Prosper Moretti, de se rendre au domicile du désormais feu Théophile Nata, ancien président de l'institution. La délégation est venue en ce jour témoigner les vives condoléances de la nation à la famille éplorée. Pour avoir été l'un des proches du défunt, c'est avec beaucoup d'émotion que le président de la HAC se confie à la fin de la visite. Lorsque nous avons eu la chance d'être nommé président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en 2019, nous avons fait le tour des anciens présidents. Nous sommes passés le voir et nous avons recueilli ses conseils. Et je dirais qu'il nous a beaucoup épaulés. Et il est vraiment difficile de parler du président Théophile Nata, ce que beaucoup ne savent pas. Lorsque je faisais mes premiers pas à l'université en Algérie, le président Théophile Nata était l'ambassadeur. Et c'est lui qui nous a reçus pour la première fois. Ce qui nous a touchés, il a fait le déplacement lui-même pour venir nous recevoir, pauvres étudiants que nous étions. Et nous qui devons être ventilés dans les autres localités autres que Alger, il nous a hébergés, il nous a nourris, il était à nos côtés. Vous comprenez, ce n'est pas que un ancien président de la HAC, mais c'est un grand frère, voire même un père pour nous. Un père, oui, il l'aura été depuis son vivant et c'est pourquoi cette visite de la HAC réconforte à plus d'un titre la famille endeuillée. Nous avons reçu une délégation de la HAC conduite par le président de l'institution pour présenter les condoléances à la famille. Nous sommes touchés par cette attention. Nous remercions l'institution pour l'égard qui a été fait à la famille. Après la signature du cahier de condoléances, la délégation s'est retirée. Dans les tout prochains jours, le calendrier des hommages officiels sera connu, a annoncé le président de l'institution. Autre volet de l'actualité, baccalauréat session de juin 2022. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Le directeur de l'Office du baccalauréat a exposé à la presse les différentes mesures et stratégies adoptées pour permettre aux candidats de composer dans de très bonnes conditions. C'était ce mercredi 15 juin 2022 en présence du ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et la ministre
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage. Prendre connaissance du niveau de préparation du baccalauréat, connaître les difficultés éventuelles et les approches de solutions envisagées. Tel est l'objectif de la visite des 2 ministres en charge de l'éducation. À cet effet, le directeur de l'Office du baccalauréat a fait le point du nombre des candidats et des salles qui vont accueillir les apprenants. Les compositions écrites du baccalauréat session de juin 2022 démarrent à partir de lundi 20 juin 2022. Elles auront lieu dans 133 centres de composition dans lesquels sont répartis les 77 416 candidats contre 82 958 en 2021. Après les diverses explications faites par le DOB, Yves Chabi-Kouaro se dit rassuré du bon déroulement des examens. Nous n'avons pas d'inquiétude, nous savons que les choses se passeront très bien. Nous sommes rassurés avec vos équipes sur le terrain que les centres qui ont été choisis pour abriter les examens, ces centres sont également prêts. Alors, les parents d'élèves peuvent être confiants que nos 2 ministères respectifs, sous votre houlette, monsieur le directeur de l'Office du baccalauréat, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que le baccalauréat se passe très bien. Ayant pris part à la séance, Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est satisfaite des efforts fournis par l'Office du baccalauréat et de l'augmentation du nombre de candidats dans les séries techniques. Donc après ces présentations qui sont très encourageantes, en tant que structure qui organise l'examen du baccalauréat, je ne peux que émettre motif de satisfaction et dire que notre satisfaction ne sera totale qu'à l'issue de ce processus. Je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que monsieur le ministre des enseignements secondaires pour constater avec beaucoup d'admiration l'engouement vers les séries techniques et en même temps la nécessité de voir les séries qui sont en tendance baissière afin que nous comprenions ce qui pourrait justifier cette évolution. Le gouvernement met tous les moyens afin que nous puissions encourager nos jeunes vers des matières, les séries qui leur faciliteront une meilleure insertion professionnelle. Rappelons que les épreuves écrites du baccalauréat session normale se dérouleront du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022. Il est désormais permis aux voyageurs d'entrer librement sur le territoire béninois sans être obligés de présenter un document certifiant plutôt leur état de santé et leur statut sur la COVID-19. C'est l'une des décisions phares issues du Conseil des ministres de ce mercredi 15 juin 2022. Autre décision, l'approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liang-Ngbeji, pour plus de précisions. S'agissant des mesures normatives, approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, institué par la loi organique relative aux lois de finances. Ce document sert de support au débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année. La présente édition postule que notre économie se remet des effets de la pandémie de COVID-19, mais dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques dont la guerre en Ukraine. Le document permet d'appréhender les efforts réalisés ces 3 dernières années au plan de l'assainissement des finances publiques et de la consolidation budgétaire notamment. Il expose également les progrès notés dans l'amélioration de la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale grâce à la dynamique de bonne gouvernance impulsée par l'État. Au cours de la période de référence, seront renforcées les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, avec un accent particulier
sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, au chapitre des communications. Allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. En raison du recul relatif de la pandémie dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. Ainsi, pour compter du jeudi 16 juin 2022 à 0h, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres que maritimes et aériennes, est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. Les voyageurs au départ du Bénin devront cependant toujours se conformer aux exigences des pays de destination. Toutefois, cette tendance baissière ne dispense pas de la nécessité de se faire vacciner. À cet effet, le Conseil exhorte les populations d'une part, les responsables à divers niveaux d'autre part, aussi bien du secteur public que privé, qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que les agents sous leurs ordres, à se faire vacciner en vue de se prémunir contre la forme grave de la COVID-19. Aujourd'hui, 16 juin 2022, le Bénin, à l'instar des autres pays, célèbre la 32e édition de la Journée de l'enfant africain. À la veille des manifestations, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message à la population. Dans son adresse, Véronique Toye-Fodé a rappelé les actions du gouvernement béninois pour la protection de ces êtres vulnérables. Voici un extrait de ses propos. Cette journée, faut-il le rappeler, a été instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en mémoire des centaines d'enfants massacrés lors du soulèvement du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, en réclamation de leur droit à l'éducation. Le thème de cette 32e édition est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. » Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a choisi ce thème pour la commémoration de la JEA en 2022 afin de faire le point sur ce qui a été fait en matière d'adoption, de politique et de pratiques pour éliminer efficacement les pratiques néfastes affectant les enfants en Afrique. C'est donc l'occasion pour les gouvernements et les autres acteurs de marquer un arrêt stratégique sans pour autant arrêter les actions afin d'analyser les avancées pour de meilleures projections dans le futur. Au regard des difficultés qu'éprouvent certains acteurs en matière de protection de l'enfant relatives à son application, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a entrepris la relecture de la loi numéro 2015/08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin, avec l'ensemble des parties prenantes à la protection de l'enfant. Aussi avons-nous la loi numéro 2021/11 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes, qui porte une attention particulière aux infractions commises à l'encontre des filles. Les pratiques néfastes privent les enfants, en particulier les filles, de leur enfance, de leur possibilité de déterminer leur avenir et menacent le bien-être des individus, des familles et des sociétés. Ces pratiques ont des conséquences négatives sur les enfants et sont susceptibles de causer des dommages physiques, psychologiques, économiques et sociaux, de limiter leur capacité à participer pleinement à la société ou à se développer et à atteindre leur plein potentiel. C'est au vu de toutes ces conséquences, face auxquelles nul ne saurait rester insensible, que nous sommes appelés à un élan patriotique pour préserver et sauvegarder le bien-être de ces êtres innocents que nous appelons l'avenir de la nation. Je voudrais enfin, à l'occasion de cette célébration, inviter
chaque acteur de protection de l'enfant a communiqué avec les populations sur la nécessité d'abandonner ces pratiques au regard des conséquences néfastes sur nos enfants. Une note sportive pour clore cette édition. Une première défaite pour les écureuils cadets ce mercredi 15 juin 2022 dans le cadre de la deuxième journée du tournoi UFOA B. Le Bénin a été mené 2-1 par les étalons du Burkina Faso. Le Bénin doit impérativement enregistrer une victoire avec le Niger pour espérer poursuivre la course pour la CAN U17 d'Algérie 2023. Voilà tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.